Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre sur la page Facebook de Bibliothèque sans frontières. Nous sommes aujourd'hui avec Pierre Vesperini, historien de l'Antiquité, qui va nous parler d'humanité. Comme tous les mardis et tous les jeudis, nous vous proposons aujourd'hui une conférence avec un chercheur qui va nous parler de son domaine de recherche et qui, bien sûr, est aussi là pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas à interagir avec nous et à poser vos questions directement dans les commentaires du live sur notre page Facebook. Nous vous retrouvons aussi tous les matins, du lundi au vendredi à 10h10, pour des conseils pédagogiques de la part d'enseignants, de proviseurs, de psychologues, mais aussi pour des idées d'activités à faire avec vos enfants à la maison en cette période de confinement. Et invité exceptionnel ce jeudi, nous recevrons à 17h30 également François Hollande, président de la Fondation, La France s'engage et ancien président de la République, qui viendra nous parler de son livre qui explique les principes de la République pour les enfants et les plus grands d'ailleurs. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Pierre Vesperini avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre, merci beaucoup de nous consacrer du temps. Pierre, tu es Mm. historien, spécialiste de l'Antiquité et aujourd'hui, nous allons parler d'humanité. Alors, le titre qu'on a donné à l'événement est un petit peu provocateur, un peu qui, en tout cas, soulève des questions. Le confinement révèle-t-il notre humanité? Et vous allez voir au cours de cette discussion avec Pierre que le mot humanité a différentes acceptions et que nous allons aujourd'hui explorer une acception qui date de la Rome antique. Pierre, dis-moi, rentrons dans le vif du sujet, est-ce Très bien. que tu veux bien nous définir ce mot d'humanité au sens romain du terme, qui vient donc du latin humanitas? Qu'est-ce que ça veut dire humanité? Alors, oui, donc en fait, pour la première chose qu'il faut dire, c'est que la notion romaine d'humanitas est différente de ce que nous, on entend par humanité. Alors, c'est la raison pour laquelle on peut pas comme ça faire un calque, disons. En revanche, une fois que on va travailler sur la notion de humanitas, ça peut nous raconter des choses à nous sur la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et aussi, d'ailleurs, nous aider à repenser la notion d'humanité telle qu'on l'entend. Bon. Je vais commencer par la notion moderne d'humanité. Bon. La notion d'humanité, je dirais qu'elle a deux sens dans le langage courant. C'est d'abord la condition humaine, l'essence de l'homme, qu'est-ce qui fait qu'un homme est un homme. Et puis le deuxième sens, c'est la qualité, quelqu'un qui est humain, qui fait preuve de ce qu'on retrouve dans le mot humanitaire, tu vois, donc Mhm. quelqu'un qui se montre généreux, etc. Bon. Et la notion d'humanitas à Rome, elle est totalement différente en fait. Et si je t'ai proposé de parler de ça dans cette émission, c'est parce que donc tu m'as parlé de cette situation qu'on était en train de vivre, donc du confinement, et euh, et en fait, quand je me suis trouvé comme tout le monde à cette situation totalement inédite, c'est cette notion romaine qui m'est arrivée en tête, qui m'est revenue en tête. Et en fait, pourquoi est-ce qu'elle m'est revenue en tête? Bon, parce que voilà, en fait, pour les Romains, l'humanitas, ça veut dire en fait la sociabilité. Le premier sens de l'humanitas, c'est la sociabilité. Quelqu'un qui est humanus, c'est pas quelqu'un qui est humain, c'est pas quelqu'un qui appartient à l'espèce humaine. D'ailleurs, il y a des animaux qui peuvent être dotés d'humanitas, il y a des dieux qui peuvent être dotés d'humanitas. Ça n'a rien à voir avec l'humanitaire. La qualité humanitas, c'est la sociabilité. Et cette sociabilité, c'est le fondement de la société. Sans cette sociabilité, il ne peut pas y avoir de vie commune.
Et en fait, ce qui m'a énormément frappé avec le confinement, c'est on se rend compte que justement, on perd ça. On se retrouve, on perd ça, et à quel point c'est important. Et disons, j'ai l'impression dans la formation que j'ai reçue, eh bien, dans la conception de l'homme que j'ai reçu quand j'étais à l'école, etc., dans mes études, bon, j'avais l'impression que, au fond, le fondement de la société dans une démocratie comme la nôtre, c'était l'individu, le droit de l'individu, l'importance de l'individu, etc. Après, il y avait éventuellement la famille, puis les amis, etc. Mais la base, c'est quand même l'individu. Et là, finalement, on se retrouve vraiment à l'état chimiquement pur d'individu, puisque nous sommes chez nous, quoi. Et en fait, non, on voit bien que c'est pas du tout ça le fondement de la vie, de notre vie d'être civilisé. Le fondement de notre vie civilisée, c'est vraiment cet humanitas, quoi. Et ça, je le vois seulement au fait qu'on a besoin de se parler, qu'on a besoin enfin, je vais y revenir tout à l'heure, mais je vois même ce qui me manque, par exemple, c'est déjà même simplement d'être dans un métro avec des gens autour de moi dans le wagon, même si c'est pas une situation particulièrement charmante, mais aujourd'hui, ça me fait l'effet de quelque chose de merveilleux, d'être ensemble, de pouvoir se regarder, de pouvoir et maintenant, bon, quand on se promène dans la rue, on a peur de croiser quelqu'un, on s'écarte. Je t'en ai parlé l'autre jour. Et du coup, voilà, c'est la première chose qui m'est venue. Pour tout te dire, dans cette situation-là, complètement, il y a une... Ah, j'ai l'impression qu'il y a un problème de connexion. Je pense qu'il y a un petit souci de connexion, J'ai l'impression qu'il y a un problème de connexion. Là, ça y est, tu es revenu. Ouais. Bon, là, c'est bon. Là, vous m'avez? D'accord. Oui, dans cette situation-là, je suis absolument... enfin, j'ai envie de dire que j'habite dans cette situation de confinement avec une phrase de Hegel qui vit avec moi quasiment, parce que j'y pense quasiment tous les jours. C'est dans une note comme ça qu'il a prise quand il était jeune, qu'il habitait Iéna. Il dit une chaussette reprise vaut mieux une chaussette trouée. Mais il n'en va pas de même pour la conscience de soi. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire évidemment une chaussette, il vaut mieux qu'elle soit reprisée plutôt que trouée. Mais pour ce qui concerne la vie de la pensée, il vaut mieux que la chaussette soit trouée. Parce qu'une fois qu'il y a un trou dans la chaussette, on comprend ce que c'est qu'une chaussette. À quoi sert une chaussette? Eh bien, en fait, je pense tout le temps à ça en ce moment. Parce que cette situation que nous vivons, c'est un énorme trou. C'est même plusieurs trous dans nos chaussettes existentielles. Dans l'avant, on avait tous des, à peu près, en tout cas, la plupart d'entre nous, on avait tous des chaussettes où on faisait notre vie, etc. Et là, tout d'un coup, on est obligé de penser tout. Le monde, l'avenir, le monde dans lequel nous voulons vivre. Et voilà. Donc, parmi ces trous que crée la situation actuelle, le premier trou pour moi, c'est cette importance, c'est ce manque, tout d'un coup, l'importance du lien social, comme dans la société. Donc, non pas l'individu, mais vraiment l'importance de l'être ensemble, du commun. Voilà. Je repars sur cette notion européenne et développer, si tu veux. Je te laisse dire peut-être déjà quelque chose là. Oui, désolé Pierre, je crois c'était très légèrement haché à la fin, mais là c'est bon, ta connexion se stabilise. Oui, dis-moi. Alors, dis-moi sur justement tu parlais d'humanitas comme surtout cette capacité à ressentir du lien social envers autrui, à tisser ce lien social. J'imagine qu'il y a au sein de cette définition aussi la capacité à
connaître les règles de la vie sociale avec les autres, mais ça, ce n'est qu'un pan, j'imagine, de cette humanitas. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui compose cette capacité d'humanité? Oui, alors justement, c'est ça qui est absolument fou par rapport à ce que nous, on considère comme l'humanité, c'est que ça n'a rien de naturel. En fait, l'homme ne naît pas humain, ne naît pas humanus à Rome. L'humanitas, c'est quelque chose qui va s'acquérir. L'homme, au moment où il naît, le bébé, l'enfant, c'est un animal sauvage. Et cet animal sauvage, donc il crie, il vagit, et donc l'humanitas, c'est quelque chose qui va lui être apporté par l'éducation, et donc c'est quelque chose de totalement artificiel en fait. Alors que pour nous, l'humanité, c'est quelque chose donc qui parachève l'essence de l'homme, etc., et quelque chose de naturel qui est là en puissance. À Rome, l'humanité, c'est une armature. Et d'ailleurs, le mot de instruction en français, instruction donc vient du latin instructio, et instructio, c'est l'équipement. C'est un équipement qu'on porte sur soi. Et alors, comment est-ce qu'on on donne cet équipement? L'éducation, par l'éducation à ce qu'on appelle les humanités, hein, l'étude des humanités, et qui regroupe à Rome à la fois ce que nous on appelle les lettres, mais pas seulement. Ça regroupe aussi ce que nous on appelle les sciences et ce que nous on appelle les arts. On a à la fois donc la littérature, l'histoire, la philosophie, les mathématiques, la physique, la biologie, la peinture, la sculpture, l'architecture, etc. C'est tout c'est ça qui va doter le petit humain, le petit animal sauvage, qui va en faire quelqu'un d'humanus. Donc il y a cette idée que le savoir civilise, le savoir adoucit. Et donc ça va en faire un être très sociable. Et alors, cette caractéristique de sociable, pour aller un petit peu plus loin, c'est d'abord quelqu'un vraiment, les latins disent, en latin on dit facilis, quelqu'un qui est facile, qui est souple, qui n'a pas de rancune, voilà, quelqu'un qui est premièrement, qui a cette facilité, qui est très importante. Et puis deuxièmement, c'est quelqu'un qui va être capable de conversation, qui va être capable d'échanger. Et parce que cette conversation, c'est ce que Cicéron appelle le lien de pair entre les hommes. La conversation permet d'entraîner les hommes les uns aux autres par un lien de plaisir. Et c'est pas seulement par le sport, c'est aussi par l'humour en fait. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, on devrait cultiver davantage. C'est que dans la vie civilisée à Rome, l'humour, l'esprit, la capacité de plaisanter, de ne pas se prendre trop au sérieux, est fondamentale. Et donc, c'est la qualité principale peut-être, enfin en tout cas, je dirais pas que c'est la qualité principale humaine, mais c'est à ça qu'on reconnaît tout de suite quelqu'un qui a de l'humanitas, quelqu'un qui est capable de détendre une atmosphère, quelqu'un qui est capable, en situation de crise terrible, de dire quelque chose qui va alléger, qui va faire naître le sourire, ce que j'appelais l'hilaritas sur le visage, c'est vraiment l'homme humanus par excellence. Mais alors, ce qui est amusant, et ça, je trouve que c'est quelque chose aussi qui est très frappant à Rome, c'est... Nous avons perdu Pierre malheureusement, mais je pense qu'il devrait pouvoir se reconnecter très rapidement. Un problème de te revoilà.
Ouais, moi, Bon. je suis vraiment désolé. Normalement, cette connexion marche très bien. Je comprends pas pourquoi. Eh bien, écoute, tu me parais bien plus nette maintenant sur l'image. Tu nous parlais de justement ce qui te frappait, dans Ouais. la Rome antique, Ouais. sur cette capacité d'humour. Oui, non, ce que je disais, c'est que il y a un moment aussi il y a des moments dans la vie où il faut justement pouvoir retirer cette armature de Mhm, l'humanitas. Voilà. Par exemple, à la guerre. mhm, Les Romains font la guerre, comme chacun sait, et évidemment à la guerre, on peut pas faire preuve d'humanitas. Il faut redevenir ce qu'il y a en dessous de l'armature de l'humanitas, c'est-à-dire le loup. mhm, Romulus et Rémus sont élevés par une louve. Et les premiers Romains, c'est tous des brigands, en fait. C'est vraiment les origines de Rome ne sont pas du tout des origines glorieuses. Les Romains le savent. L'humanitas leur est venu d'ailleurs, mhm, justement, notamment des Grecs. Donc ça, c'est une des situations dans lesquelles il faut retirer cette armature de l'humanitas. Mais sinon, il y a aussi des situations dans la vie sociale. Par exemple, quelqu'un qui est investi d'une autorité, un mhm, consul, un sénateur, par exemple, il peut pas être seulement humanus. Il peut pas être toujours mhm. la personne facile qui fait une blague, etc. Non, il y a des moments, il faut qu'il utilise une autre qualité tout aussi importante, qui est la gravité, la Mhm. gravitas. Bon, par exemple. Et donc, chez les Romains, il y a toujours ce dosage des différentes qualités qui font le romain parfait et qui doivent et qui doivent intervenir dans des situations différentes. Voilà. Donc là aussi, c'est une différence avec Mhm. nous, parce que bon, on dit bon, une qualité comme l'humanité, ben, il faut toujours être humain, etc. À Rome, non, il y a des situations où il ne faut pas être humain. Et donc voilà, il y a toujours cette question du dosage, voilà. Effectivement. Et ce qui amène parfois justement à se dire que l'humanitas, en excès, peut aussi devenir un vice, finalement, un défaut. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est que quand les Romains pensent et racontent leur conquête chez les barbares, par exemple Mhm. en ce qui est aujourd'hui l'Angleterre, par exemple, Ouais. ils racontent qu'ils amènent avec eux la civilisation, ils amènent les termes, les bains, les théâtres, la littérature, etc. Et ça, du coup, ça va civiliser les barbares et ça va en faire des gens, disons, faciles. Donc, ils Mhm. vont perdre leur ardeur guerrière. Donc, il y a toujours cette ambiguïté aussi à Rome de l'humanitas. Effectivement. Et ce que tu disais tout à l'heure de... Pardon, je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie. Ce que tu disais tout à l'heure de cette capacité à se défaire de l'humanitas comme d'une armure, comme d'un accessoire, finalement, ça en dit aussi long sur la conception de l'humanité. C'est moins une humanité conçue comme étant intrinsèque à l'homme, comme étant son essence, que finalement comme étant quelque chose qu'on construit par l'éducation. Exactement, exactement. Et ça, c'est une conception de l'éducation qui est totalement aujourd'hui, qui est totalement perdue. En tout cas, qui s'est perdue. Peut-être que justement, le moment qu'on vit sera une occasion aussi de repenser cette conception. Mais en tout cas, aujourd'hui, les humanités dans le monde actuel, qu'est-ce qu'on leur demande? On leur demande pas de créer des citoyens sociables ou des citoyens qui ont une intelligence particulière qui va leur permettre de désamorcer des situations, de créer du lien social. On leur demande dans quelle mesure est-ce que ça peut leur donner un emploi, dans quelle mesure est-ce que ça peut créer de la richesse, etc. Donc cette importance du matériel, enfin du Mhm. matériel au sens Production, de oui. l'argent, quoi. Vraiment, Mhm. voilà, en quoi est-ce que, voilà, moi je me rappelle quand je passais des auditions dans différentes universités, à chaque fois, la question
qu'on me posait, c'était mais vers quel métier est-ce que le latin pouvait ouvrir ou le grec, etc. Donc, alors c'est absolument pas le paradigme des humanités. Le paradigme des humanités, c'est vraiment que ce sont des savoirs qui font d'un homme un homme civilisé. Voilà. Et un homme civilisé, c'est pas un luxe. C'est vraiment essentiel à la civilisation. Effectivement, ça ramène à cette question qu'on se pose souvent dans le monde de l'éducation. Pourquoi l'école? À quoi ça sert? Et une question qu'on a parfois tendance à un peu éluder, notamment quand on parle de réforme politique, etc. On n'en revient pas forcément à cette question de à quoi ça sert. Dis-moi, c'est frappant qu'on parle d'humanitas enfin, que ça paraisse être un concept aussi important dans la Rome antique, parce que c'est aussi un environnement qu'on s'imagine justement très hiérarchisé, avec des rapports de force très très forts, très ancrés. Et donc là, qu'on parle de capacité à créer du lien avec autrui, à être généreux, de capacité à détendre, c'est assez frappant ce contraste. Est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu justement? Oui, c'est-à-dire, je pense qu'effectivement, c'est une société très violente. Hein. Donc, effectivement, comme je parle d'Humanitas, je risque de donner une vision trop rose de la Rome antique. Mais non, c'est une société qui est traversée par d'énormes tensions. D'abord, il y a une énorme tension entre l'aristocratie, entre les aristocrates entre eux. Bon, on parle de république romaine, mais c'est pas une république comme la nôtre. C'est une république comme la république vénitienne ou la république génoise, c'est-à-dire ce sont des régimes dirigés par des aristocraties. Les aristocrates qui composent cette aristocratie à Rome se retrouvent au Sénat. C'est le Sénat qui dirige la République. Mais les sénateurs entre eux passent leur temps à donc se faire la guerre entre guillemets. Il y a une compétition très très forte entre les familles, à tel point que parfois les gens meurent simplement meurent de politique. C'est-à-dire la tension politique est trop forte. Bon. Sans parler du fait que à la fin de la République, il y a des guerres civiles, etc. Et puis par ailleurs, c'est une société, oui, comme tu disais, qui est très hiérarchisée. Et il y a un exemple comme ça pour donner une idée. Il y a à un moment donné à Rome donc une enquête de police qui est menée par un consul. C'est un événement très connu. Ce qu'on appelle la répression des bacchanales, c'est-à-dire ce sont des associations secrètes qui rendent un culte à Dionysos. Bon, Bacchus, donc d'où l'idée des bacchanales. Et évidemment, ça ne plaît pas du tout au Sénat, donc il y a une enquête qui est faite par le consul, et à un moment donné, il y a une prostituée qui va être amenée devant le consul. Et l'histoire telle que la raconte Tite-Live, elle est tout à fait frappante, parce que donc cette prostituée romaine, on l'amène d'abord chez la belle-mère du consul. Cette belle-mère du consul, elle est très connue à Rome, parce que Rome, c'est quand même les gens se connaissent quand même. Et donc déjà cette prostituée qui s'appelle Hispala, ça veut dire celle qui vient d'Espagne en fait. Déjà, elle arrive dans la maison devant la maison de cette femme, et déjà elle commence à avoir un petit peu peur. Elle comprend pas pourquoi on l'amène chez cette grande dame. Donc déjà, la tension psychologique commence à monter. Et puis là-dessus, elle rentre dans la maison, et là, elle voit le consul avec toute la suite du consul, les gens qui l'entourent, les soldats, etc. Et là, la tension est tellement forte qu'elle s'évanouit. Ce qui paraît complètement fou pour nous, parce que, je veux dire, si on voit le président de la République, personne ne va s'évanouir. Et ça, je veux dire, parce qu'on est une société démocratique où, bon, le président peut avoir un certain... Bon, cela dit, je me rappelle avoir vu, bon, il y a des exceptions. Je me rappelle avoir vu, par exemple, l'arrivée d'Obama par surprise dans une école. Il arrive dans une école, d'un milieu défavorisé, par surprise.
Et là, il y a des scènes vraiment vraiment les gens deviennent fous, quoi. Il y a une espèce d'hystérie, etc. Donc, je veux pas dire que ça n'arrive jamais. Bon, déjà, personne s'évanouit. En tout cas, s'évanouit pas de frayeur, parce qu'elle s'évanouit de frayeur, quoi. Vous voyez? Et ça, c'est des choses qu'on retrouve encore plus tard avec Louis XIV, avec Charles Quint, ce genre de frayeur créée par le pouvoir. Et donc, il était d'autant plus important que certaines qualités, comme l'humanitas, viennent tempérer cette tension. Et je dirais que de ce point de vue-là, Rome n'est pas seule. Il y a des tas de sociétés comme ça, traditionnelles, traversées par des tensions, où l'humour, la capacité à faire des plaisanteries, joue un rôle vraiment vital pour la société. Je me rappelle avoir lu un article dans le New York Times comme ça sur le Daghestan, sur les tensions interethniques au Daghestan, qui disait que vraiment la plaisanterie jouait un rôle fondamental pour la survie de la société. Merci beaucoup, Pierre. Et c'est frappant parce que c'est vrai que quand on lit des récits d'historiens sur la Rome antique, certains s'étonnent par exemple de la capacité de deux adversaires en guerre à pouvoir la veille échanger des plaisanteries, échanger une conversation plaisante. Donc ça illustre effectivement ce que tu nous dis là. Et d'ailleurs, on faisait même des recueils de bons mots. Par exemple, Cicéron, on l'a perdu, mais il existait un recueil de ses mots d'esprit qu'on trouve, par exemple, on trouve une trace de ça dans la biographie de Cicéron par Plutarque. Il y a tout un chapitre sur les bons mots de Cicéron. Ou encore, une chose très étonnante pour nous, bon, Cicéron a écrit un traité qui s'appelle, le trait, ça il est là, voilà. Donc ça c'est le traité sur l'orateur. Ouais. Et le deuxième livre sur l'orateur est entièrement consacré à l'humour et à l'importance de l'humour pour l'orateur. Ce qui pour nous peut paraître un peu étonnant. On imagine, parce que le livre sur l'orateur, il contient 3 livres. C'est-à-dire qu'un tiers, pour dire l'importance de l'humour, un tiers de ce traité consacré à l'éloquence est consacré à l'humour. Avec, là encore, toujours cette idée de dosage. Parce que donc l'orateur doit savoir faire rire, mais il doit savoir quand faire rire. Parce que sinon, il va passer pour un bouffon. S'il passe son temps à faire rire, je veux dire, ça devient un one-man show, c'est plus un discours. Mais l'humour est absolument, avec l'humour, on peut détruire un adversaire. Avec un bon mot, on peut détruire un adversaire, on peut sauver une situation désespérée. Donc c'est absolument essentiel. Voilà. Fantastique. Merci beaucoup, Pierre. C'est vraiment c'est vraiment fascinant cette conception antique de l'humanitas. Et dis-moi, pour une novice comme moi, est-ce que tu peux expliquer la différence d'acception de cette perception de l'humanité entre la Rome antique et, par exemple, les humanistes de la Renaissance? Quelles sont les différences? Mais justement, je pense que c'est une question. Je propose cette réponse-là comme ça, mais je pense que la grande différence, c'est qu'entre la Rome antique et les humanistes, il y a le christianisme. Et le christianisme va développer et diffuser dans la société tout un discours sur l'essence de l'homme. Qu'est-ce qu'un homme? Notamment autour de la question de l'incarnation de Dieu. Bon, si toute la société repose sur une religion dont le fondement est l'incarnation d'un Dieu, il est évident qu'on va commencer à réfléchir sur ce qui fait qu'un homme est un homme, ce qui fait que un Dieu peut devenir un homme et en même temps rester Dieu, etc. Bon. Et alors, tout ça pour dire que les humanistes, c'est avec eux qu'apparaît l'idée que faire des humanités, c'est accomplir son essence d'homme. L'homme humanus, enfin, il y a un texte comme ça chez Marcille Ficin, donc un des grands fondateurs de l'humanisme, qui dit il y a des hommes qui sont moins hommes que d'autres.
Et pourquoi ils sont moins hommes que d'autres? Parce qu'ils sont pas, justement, et parce qu'ils ne sont pas dotés de cette éducation des humanités. Ce qui n'est absolument pas une conception romaine, parce que les Romains n'ont jamais pensé qu'un barbare en Angleterre était moins homme qu'eux, était moins humain qu'eux. Simplement, voilà, il n'avait pas la culture, et c'est ça en même temps qui lui permettait d'être un farouche résistant aux envahisseurs romains. Donc c'est avec les humanistes qu'apparaît cette idée qu'on a encore aujourd'hui. Je veux dire, constamment, j'ai entendu ça j'allais dire dans ma jeunesse, que bon, les humanités réalisent l'humanité de l'homme, c'est grâce aux Grecs et aux Latins qu'on est un homme véritable, etc. Bon, ce sont des discours totalement, j'allais dire, hors sol. Je veux dire, on n'est pas dans un discours qui fait référence à quelque chose de concret, quelque chose d'historique, de social, de politique. On est dans des discours hors sol, des discours idéalistes, bon, qui font du bien aux gens qui les profèrent, mais qui n'ont pas de rapport concret avec ce que c'est que faire des humanités. Oui, absolument. Et c'est encore une fois cette opposition entre une conception de l'humanité qui est très essentialiste, très centrée sur une qualité, comme si c'était une qualité intrinsèque de l'homme, et une humanité qu'on acquiert, qu'on cultive, qu'on travaille à travers l'éducation. Et parfois, quand on parle d'humanité, on a justement l'impression qu'on fait preuve d'humanité parce qu'on reconnaît en autrui quelqu'un qui nous ressemble, ce qui n'est pas vraiment l'acception romaine du terme, si je comprends bien. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, l'humanitas, c'est simplement la capacité à créer du lien, à faire lien, à faire que les choses se passent d'une façon à la fois facile et plaisante. Voilà, en fait, je devrais insister vraiment là-dessus, c'est-à-dire que le savoir des humanités est un savoir qui est un savoir plaisant, qui crée du plaisir. Voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a un peu perdu dans notre conception de l'éducation, qui doit être quelque chose de sérieux. En réalité, non. À Rome, il est bien entendu que la philosophie, la littérature, les mathématiques, la géographie, etc., sont des objets de plaisir. Et c'est quelque chose qu'on a un peu perdu, un peu beaucoup parfois. Voilà. Et qu'en soit, la participation au savoir chez l'enfant et ensuite chez l'adulte est un moment de jeu, est un moment de détente. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre constamment. On rencontre le mot, par exemple, de delectatio, donc il y a délecter en français, mais ce mot de delectatio, de delectare, de plaire, etc., on le rencontre, mais constamment. C'est donc l'idée que il faut éduquer pour avoir un métier plus tard et gagner de l'argent, etc., c'est pas du tout, non, c'est vraiment un jeu. Mais c'est un jeu essentiel. Voilà. Et ça, c'est très difficile à comprendre pour nous. C'est une activité absolument essentielle, mais c'est une activité ludique. Et donc là aussi, cette activité ludique, évidemment, on peut pas passer son temps à jouer. Donc à Rome, les moments où on se consacre au savoir sont des moments très délimités. Ils sont délimités dans un espace-temps qui est le loisir, l'otium, qui est absolument nécessaire parce que justement il y a trop de tensions dans la vie politique, donc il faut des moments d'otium. Je crois que c'était 1/3 des jours de l'année qui étaient consacrés au loisir, donc c'est vraiment beaucoup. Mais donc voilà, là c'était vraiment un moment, c'était dans ces moments-là qu'on s'adonnait au savoir. Mais ce qui est frappant dans ce que tu dis, c'est aussi que ce rapport du savoir et son lien avec le plaisir touche tout le monde. Pas seulement les érudits, pas seulement les sénateurs, pas seulement les politiques, mais l'ensemble de la population, aussi bien les ouvriers que les artisans, que les esclaves. Et je pense qu'il y a beaucoup de témoignages qui racontent justement cet attrait du savoir
pour tous. Oui, oui, mais c'est tout à fait étonnant. On trouve comme ça des textes qui nous disent que il y avait un forain donc qui faisait le tour de la Méditerranée à Rome, à Athènes, à Alexandrie, et son attraction, son spectacle, c'était de faire rire les gens en parodiant des problèmes d'Aristote. Donc, dans une fête foraine, il parodie des problèmes d'Aristote. Par exemple, donc le problème d'Aristote, c'est un corpus énorme donc où Aristote pose des questions. Pourquoi là, un très célèbre, c'est le problème 30, c'est le problème sur la mélancolie. Pourquoi est-ce que les hommes exceptionnels sont tous mélancoliques? Bon, alors mélancolique, là encore une fois, aujourd'hui on dirait, on pourrait dire fou, on pourrait dire maniaco-dépressif. Donc pourquoi est-ce que les hommes d'exception ont d'énormes variations, peuvent être exaltés, puis totalement abattus, etc. Ça, c'est le problème 30, qui est très célèbre. Mais il y a des problèmes beaucoup plus légers. Par exemple, il y a des choses étonnantes. Par exemple, pourquoi est-ce que parfois, quand on urine, on tremble? Des choses comme ça. Il pose des questions comme ça. Et alors, ce forain, il avait fait un de ses problèmes, c'était pourquoi les éponges boivent et ne s'enivrent pas. Voilà. Donc, et donc, pour que ça marche, il fallait que les gens sachent que c'était qu'un problème d'Aristote. Bon. Mais voilà, à part ça, on sait par Cicéron que les Romains étaient adoraient la culture. Il attribue son succès à Rome au fait que il avait cette culture-là, et il dit que Rome est une cité érudite. Mais je trouvais même des choses encore plus tard, où on lit par exemple que les textes de Plotin, un philosophe néoplatonicien, étaient lus dans la foule, enfin que la foule lisait les ouvrages de Plotin, et les ouvrages de Plotin, on les a. C'est quand même assez étonnant. Alors, est-ce que c'était vrai? Est-ce que l'auteur dit vrai ou pas? C'est une autre question, mais l'important, c'est que il peut le dire. C'est-à-dire qu'il le dit en pensant qu'il dit quelque chose de croyable. Et c'est ça qui est important pour un historien. C'est qu'il sait qu'il dit pas une absurdité. C'est quelque chose qui est recevable. Voilà. C'est ça qui est important. Et donc, il n'y a pas d'opposition entre culture populaire et culture des élites. Le peuple participe à la culture aristocratique. C'est extrêmement fascinant, et je pense que cette visite de la notion d'humanité dans la Rome antique nous invite à explorer plein de questions en réalité éminemment politiques, éminemment sociales aujourd'hui. Je vous invite bien sûr à poser vos questions dans les commentaires du live pour Pierre. Je les lui relayerai, et ça ouvrira justement la discussion. Peut-être justement Pierre, dans cette situation un peu particulière que nous vivons, comment penses-tu que le confinement met à mal, ou justement nous permet de cultiver ce comportement d'humanité en nous? Tu le disais un petit peu au début, mais comment penses-tu quels sont les rapports? Pourquoi avoir pensé à l'humanité justement en cette situation de confinement? Mais parce que justement, on sent que là finalement nous sommes réduits. Enfin, si on ne fait rien, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on est obligé de faire et ce qu'on peut faire en plus que ce qu'on est obligé de faire. Et ce qu'on est obligé de faire, c'est se nourrir, se soigner. Bon, ça, on est obligé. Et à partir de là, il nous reste un peu d'énergie. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette énergie? Et c'est là qu'on, me semble-t-il, on tombe sur cette notion d'humanitas, sur cette notion de qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas juste des êtres biologiques, qu'on n'est pas juste des êtres qui mangeons, qui nous soignons, mais que nous avons besoin d'autre chose. Alors, et ce qui me frappe, c'est que
on reçoit des tas de propositions. Alors évidemment, ce qui me frappe, c'est que bien sûr, il y a, par exemple, le site de la Repubblica offre des mots croisés, donc il y a des tas de choses comme ça, disons, qui relèvent du divertissement. C'est tout à fait normal et légitime. Mais Netflix, par exemple, bon. Mais on sent qu'il y a aussi besoin d'autre chose, en plus que simplement pas s'ennuyer. Mhm. Il y a besoin de penser, il y a besoin d'une vie de l'esprit. Voilà. Et c'est là que apparaît, à mon avis, justement, c'est l'importance de cette notion-là d'humanité. Justement, je reviens à l'histoire de la chaussette. Il y a quelque chose qui manque, il y a un trou dans la chaussette, et, et du point de vue de la vie de l'esprit, pour revenir à ce que disait Hegel, du point de vue de la vie de l'esprit, une chaussette trouée vaut mieux qu'une chaussette reprisée, parce que c'est vrai que en voyant ça, on se dit, mais finalement, ces humanités, elles ont un rôle absolument essentiel qui se justifie en tant que tel, qui n'a pas besoin de servir qui n'a pas besoin de servir à l'intérieur d'un système capitaliste de production de richesse, mais qui a sa valeur propre. Parce qu'on voit bien que dans la situation qui est la nôtre, on peut pas juste se nourrir, se soigner et regarder des séries sur Netflix. Il y a quelque chose en nous qui aspire à quelque chose au-delà. Et c'est ça, et c'est ici qu'interviennent, à mon avis, la connaissance, la notion même, le pur plaisir de la connaissance. Et pas seulement donc de la connaissance au sens littéraire, mais de la connaissance au sens scientifique, au sens esthétique, au sens artistique. On a besoin de la pensée, on a besoin de la beauté, et c'est là vraiment que cette situation met ça en lumière, à mon sens, de façon, j'allais dire, dramatique. La lumière qui éclaire ce manque est dramatique. Et c'est extrêmement intéressant ce que tu dis justement sur ce lien entre la connaissance et en même temps ce besoin de la partager, ce besoin de lien social. Je trouve que cette acception de l'humanité au sens romain la met très bien en valeur. Tu sais, à BSF, on porte un plaidoyer fort justement pour le fait d'adresser cette dimension intellectuelle de l'être humain, y compris dans des situations extrêmement complexes, extrêmement difficiles, dans des camps de réfugiés, dans des situations humanitaires, dans des contextes où les populations subissent des déplacements forcés. Et effectivement, je pense qu'il y a ces deux dimensions. Il y a à la fois la dimension de l'accès à la connaissance, de pouvoir s'émanciper en acquérant du savoir, en rêvant, en pensant, en réfléchissant, mais il y a aussi cette notion sociale de faire société par la réflexion, par la connaissance. Tout à fait. Et en fait, ce que tu dis, ça me rappelle une chose que m'avait raconté Patrick Veil, donc le président de BSF. Je ne sais plus à propos de quelle situation c'était. Je me demande si c'était pas à Haïti après le tremblement de terre à Haïti. Il avait été très frappé parce que les gens disaient que tout aussi important le ravitaillement, c'était les livres, les livres, les livres. C'était vraiment tout de suite aussi important que la survie alimentaire. Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup de la part des partenaires avec lesquels on travaille sur des terrains compliqués comme cela. Effectivement, je pense que Patrick Veil parlait bien de la situation à Haïti. C'est le cas aussi dans les camps de réfugiés où on travaille au Bangladesh, par exemple, au Moyen-Orient ou dans la région des Grands Lacs, où tu vois, on a travaillé aussi en Colombie après la signature du traité de paix. Et il y a eu ce très beau geste du gouvernement, du ministère de la Culture, qui a décidé d'installer des bibliothèques comme première instance du gouvernement, finalement, dans les zones de démobilisation des FARC, en se disant qu'on faisait le pari de la culture et le pari des humanités comme ce terreau qui allait permettre de reconstruire le lien social entre des populations qui ont été en guerre civile pendant des décennies. Donc je pense qu'on touche là à cette question justement d'humanitas. Tout à fait, tout à fait.
N'hésitez surtout pas à poser vos questions à Pierre dans le live. En attendant, j'ai une petite question pour toi, Pierre. J'ai l'impression que quand tu as une double casquette en tant qu'historien, parce que tu approches l'histoire à la fois avec un regard d'historien, mais aussi un regard finalement d'anthropologue, en essayant de ne pas projeter nos perceptions et nos définitions actuelles, par exemple du terme humanité, sur la façon dont il est perçu, dont ce concept est perçu dans la Rome antique. Est-ce que c'est inhérent au métier d'historien ou est-ce que tu penses que c'est particulièrement vrai quand on travaille sur des époques aussi lointaines? Oui, c'est vrai que plus on travaille sur des périodes proches de la nôtre, moins ce regard d'anthropologue est nécessaire. Mais encore, en même temps, je suis même pas sûr de ce que je dis là, parce que je pense par exemple à ce que je veux dire, je pense que des gens dans la génération de nos parents, dans la génération de nos parents, on a des gens qui ont grandi avec autour d'eux ce qu'on appelait à l'époque des filles-mères. Ce qu'on a appelé donc des filles-mères, donc des jeunes femmes qui avaient des enfants hors mariage et qui pouvaient être chassées de chez elles. Je me rappelle quelqu'un me racontant qu'il allait au cinéma et quand il était enfant et qu'il y avait la caissière du cinéma. Et la caissière du cinéma avait été une fille-mère. Donc elle avait tout perdu, elle avait été chassée de chez elle. Et tu m'entends? Tu Oui, oui, m'entends? très bien, Ouais, très ouais, bien. c'est bon. Et donc elle avait été chassée de chez elle, et donc on l'a montré du doigt en disant tu vois, voilà, Mhm. etc. Ça paraît complètement incroyable. Je veux dire, on a l'impression qu'on parle de quelque chose qui s'est passé il y a un siècle. Et D'accord. voilà, donc je pense qu'en fait, effectivement, on ne peut pas être historien sans avoir ce que Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, appelait le regard éloigné. Il faut toujours aller vers le passé comme en oubliant tout ce que nous sommes, tout ce que nous pensons et tout ce qu'on nous a raconté sur ce passé. C'est un autre historien du savoir, Alexandre Coilleret, qui disait ça au début d'un tout petit texte sur ce médecin de la Renaissance, médecin très hétérodoxe, qui s'appelait Paracels, et il disait le plus important quand on aborde un auteur du passé, ce n'est pas de connaître ce qu'il savait que nous ne savons pas, mais c'est d'oublier tout ce que nous savons. C'est vraiment génial comme phrase. Donc, il faut oublier tout ce qu'on sait. Et effectivement, bon, c'est vraiment la démarche à suivre. Ouais, ce sont des sages mots à garder à l'esprit. Nous avons une question de Patrick Veil qui dit Pierre a mentionné que les animaux pouvaient faire preuve d'humanitas. Peux-tu donner quelques exemples? Eh bien, par exemple, la louve qui allait Romulus et Rémus. Bon. C'est-à-dire que l'histoire, ce sont donc justement, je parlais des filles mères, c'est un petit peu proche de ça, mais la mère de Romulus et Rémus était une prêtresse, une vestale, et on ne sait pas ce qui s'est passé en fait. Donc on ne sait pas si c'est un homme ou si c'est un dieu, mais en tout cas, elle a été violée et de ce viol sont nés Romulus et Rémus. Mais ce qui est très intéressant, c'est que à l'époque, dans les récits, une femme violée est coupable en même temps. C'est-à-dire que ça n'a aucune importance de savoir si elle était consentante ou pas. Et du coup, on décide donc de la mettre à mort et de jeter dans le Tibre les deux bébés, Romulus et Rémus. Bon. Et simplement, le Tibre se met à gonfler, il y a une crue, et le berceau finit par arriver un petit peu sur une rive comme ça.
Et là, il y a une louve qui arrive de la montagne et elle est attirée par les pleurs des enfants et elle se met à les lécher, elle se met à les allaiter. Donc voilà un exemple d'animal à propos duquel on peut parler d'humanitas. Donc c'est un paradoxe, puisque le paradoxe, c'est que le loup, pour les Romains, incarne l'animal le moins humanus par excellence. Et d'ailleurs, même quand on dit l'homme est un loup pour l'homme. Bon. Ce qui d'ailleurs est totalement faux, parce que en fait, les loups vont par meute. Ce sont des animaux très très sociables, en fait. Mais bon, on fait du loup dans notre imaginaire, eh bien, on en fait l'animal non humain par excellence. Donc là, il y a un paradoxe, mais un paradoxe qui annonce la suite de l'histoire de Rome. Et tu parlais en début d'intervention du fait que justement cette civilisation, cette culture à Rome venait aussi de l'étranger et notamment des Grecs. J'ai l'impression qu'il y a une espèce justement de fascination de la culture des Grecs à Rome. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, en fait, il faut comprendre qu'au début, donc les Romains se représentent comme enfin, les premiers, quand Romulus et Rémus font un tour avec le sillon comme ça, ils disent voilà, ici c'est Rome. C'est vraiment la lie vraiment pour plaisanter quoi, du monde ils accueillent, ils ont besoin de peupler leur cité. Donc en fait, c'est Tite-Live qui le dit. Donc Tite-Live, c'est quand même l'historien, il n'y a pas plus, je veux dire, canonique. Donc ils accueillent vraiment tous les immigrés, tous les repris de justice, les gens qui fuient la justice de leur pays. Non, c'est des malfrats, c'est des criminels, des gens dont les cités ne veulent plus. Vraiment, c'est ça Rome au début. Et donc ce sont des gens qui font des coups, qui attaquent, qui vivent avec des bergers, qui s'en prennent aux brigands, enfin qui disputent le butin des brigands aux brigands. Donc au début, ils sont pas du tout civilisés, mais c'est toujours par les autres que se fait la civilisation. Donc ça commence avec le roi Numa qui va créer la religion romaine. Bon. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que l'éducation est une éducation. Enfin, je veux dire, j'ai dit que l'éducation de l'homme se fait par les savoirs. Bon. Mais il y a aussi les institutions. Il n'y a pas juste les savoirs, il y a aussi les institutions. Donc, c'est la religion, le mariage, les lois, le droit, etc. Eh bien, donc, sur cette cité-là, qui est peuplée de tous ces malfrats, etc., eh bien, il y a un roi qui va commencer par poser les bases de la civilisation avec la religion. Et ça, donc, ce sera, et c'est un roi étranger, c'est un roi sabin. Après, ce sera les Étrusques, qui également, il y aura également des rois étrusques à Rome qui vont continuer le processus de civilisation. Mais effectivement, le peuple le plus important, c'est les Grecs. Et pour les Romains, l'humanitas, les savoirs de l'humanitas, ce sont des savoirs grecs. À tel point que quand les Romains disent que partout dans leur empire, ils diffusent l'humanitas, puisqu'ils vont civiliser le monde entier, ils vont du coup, donc, comme je le disais tout à l'heure, ils vont faire que les barbares, ça va devenir des gens un peu mous, etc. Eh bien, ils disent qu'ils vont multiplier les graisses. Ils vont faire des graisses partout. Donc, voilà. C'est vraiment intéressant cette conception justement de la civilisation où finalement on s'approprie des choses, où justement on intègre au sein de sa culture des choses qui viennent d'ailleurs. Je trouve que le parallèle est assez frappant justement entre cette vision de la Rome antique et un certain nombre de positionnements politiques, sociaux qu'on peut avoir aujourd'hui. Merci infiniment Pierre pour non, cette conférence. J'ai beaucoup appris grâce à toi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nous, Pierre,
sur cette notion d'humanité, sur peut-être un conseil de lecture ou un conseil simplement de réflexion en cette période de confinement? Bien, non, je voudrais juste peut-être mentionner auquel j'y ai pensé pendant la conversation. Je voudrais juste mentionner une page de Winnicott, le très grand psychanalyste et pédiatre anglais, dans ses conversations ordinaires. Il y a un petit texte très bizarre, pas très long, qu'il avait fait pour la radio à la fin de sa vie. Et ce texte porte sur la monarchie anglaise. J'ai lu ce texte parce que j'étais intrigué. Je me dis, mais pourquoi est-ce que Winnicott parle de la monarchie anglaise? Enfin, on comprend pas. Et alors, il commence à faire une critique des gens qui critiquent la monarchie. En disant, la reine, tout ça sert à rien, on n'a pas besoin de reine, ça coûte de l'argent, etc. Et il dit les gens qui font ça pourraient bien finir par détruire la monarchie. Or, ce faisant, il causerait un très grand dommage à notre société, parce qu'il dit que tout ce qui se passe autour de la monarchie anglaise, ça fait partie de ce qu'il appelle la féerie. La féerie des contes de fées, la féerie, et il dit que tout le monde de la culture se passe dans cette espèce d'entre-deux, disons de la féerie, entre le sommeil et la veille. C'est-à-dire que il dit c'est là que se passe la civilisation, la religion, la littérature, la philosophie, etc. Au fond, eh bien c'est un petit peu comme la monarchie anglaise. C'est-à-dire que pour des gens qui ont une logique uniquement comptable, ça sert à rien. Je veux dire, on peut vivre en se nourrissant, en se soignant, on n'a pas besoin de lire Hegel. On n'a pas besoin de la reine d'Angleterre, vous voyez. Et donc, en fait, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire, cette idée-là, que donc, l'espace transitionnel, ce qu'il appelle l'espace transitionnel, c'est là que se passe la civilisation. Et cet espace, c'est l'espace du jeu. Et là, on retrouve ce que je disais sur l'Humanitas comme jeu. C'est cet espace que explore le bébé avec enfin ça c'est Winnicott qui parle, quand il se détache de la mère, quand il commence à comprendre qu'en fait la mère et lui ne font pas un seul être, il a besoin, pour surmonter la tension qui naît de cette conscience, là aussi on retrouve une déchirure comme dans la chaussette, bon, il a besoin de son objet transitionnel qui est le doudou. Le doudou, c'est techniquement l'objet transitionnel, donc sur lequel il va projeter des choses. Et donc pour Winnicott, la civilisation, la culture relèvent de cet espace-là, donc transitionnel. Voilà. Merci beaucoup pour cette belle réflexion, Pierre. Merci pour la référence aussi que je ne manquerai pas justement d'explorer pendant ce temps de confinement. Merci infiniment à toi pour cette leçon d'humanité et cette discussion fascinante. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui pour vos questions. Je vous souhaite à tous une belle soirée et nous nous retrouvons dès demain matin à 10h10, cette fois-ci pour parler des façons de continuer à apprendre en temps de confinement. Merci beaucoup Pierre. Merci à toutes et à tous. Merci à toi. Salut.